Radio Diaspora Tunisie est un podcast qui crée des synergies de développement et de collaboration pour notre pays, la Tunisie, à travers nos talents intellectuels tunisiens rayonnant aux quatre coins de la planète et exerçant leur expertise dans des univers variés, augmentés par les technologies exponentielles. Je suis Dr Lobna Karoui, stratégiste en intelligence artificielle appliquée pour des grands groupes internationaux, contributrice à Forbes et présidente de AI Exponential Thinker. Le podcast Radio Diaspora Tunisie est proposé en partenariat avec le média Web Manager Center. La Tunisie a besoin de ses talents, acteurs de l'excellence, où qu'ils soient, pour la rendre de nouveau une terre prospère, pleine d'espoir pour sa nation. Et aujourd'hui, mon invité est Ayman Enroul, responsable du Centre de compétences digitales et innovation au sein de la division transport du groupe Thales. Ayman a fait ses recherches dans des institutions renommées à l'image de l'INRIA et Télécom Paris. Bienvenue Ayman avec notre audience Radio Diaspora Tunisie. Merci Aïcha Klobna pour cette invitation et merci aussi pour me donner cette occasion à raconter du coup mon parcours et mon expérience aux Tunisiens, que ce soit en Tunisie ou bien ailleurs dans le monde. Merci. Avec grand plaisir. Alors, qui m'enroule Enadzima, en fait, tous mes podcasts, que ce soit fait Radio Tunisie, Diaspora Tunisie ou LFIA, Exponential Thinker, qui est une plateforme internationale non-profit, en fait, c'est une forme de imagination à travers différents stages et les homa minassat. كل منصة نقفوا فيها sujet différent, فيها موضوع différent, نحكيو عليه quelques minutes وبعد نتعداو للمنصة الثانية اللي من بعدها. Donc, أول منصة باش نحكيو شوية على الباركور نتاعك أيمن وسورتو خلينا نحكيو شوية على ton parcours parce que انت كنت chercheur, tu es chercheur, tu as un parcours de chercheur entre l'INRIA ou Télécom Paris, on va te donner accès au détail pour te retrouver aujourd'hui à la tête finalement de ce centre de compétences digitales et innovation fait le groupe Thales. إذا نجموا ناخذوا deux moments clés في الباركور نتاعك احنا نقولوا journey. Quels seraient ces moments qui t'ont marqué ou qui ont marqué finalement ce parcours qui est très très riche? Alors effectivement j'ai deux moments clés. Le premier, c'était à Subcom. Alors, je rappelle rapidement, moi, j'étais diplômé de l'école supérieure des communications en Tunis, qui est Subcom. C'était le moment pour moi de développer ma maturité, que ce soit au niveau du comportement, des attitudes, des soft skills de la com, mais aussi de la partie purement technique et technologique et ingénierie. Et في البريمير اني نتفكر فما حاجه صارت لي كي ما ماركي انورميمون حتى لتو نتفكرها فهمت ونخدم بها زاد اللي on nous a demandé de faire un projet pratique, voilà, un projet. On a fait un petit tas de l'art, une recherche de ce qui existe dans un domaine que moi je maîtrise pas du tout. Donc voilà, c'était ça l'idée. J'ai rien fait, j'ai rien préparé. Et la veille de la présentation, on était en équipe, moi et deux autres. On a préparé tout à l'arrache rapidement et le jour J est arrivé. C'est moi qui commençais, j'ai commencé à raconter tout et n'importe quoi. Voilà. Vraiment tout et n'importe quoi. Et à un moment donné, le prof, il m'a arrêté, il m'a dit c'est bon, stop, tu racontes n'importe quoi. Et il a dit ça et tout le monde commence à rigoler. C'était ma première année, donc pour moi, ça m'a marqué. J'ai réagi d'une façon un peu pas trop correcte et je m'attendais à passer par un autre niveau, genre conseil de classe ou un truc comme ça. Mais l'histoire est passée inaperçue. Le prof, il n'a rien fait. La relation, elle commence à se développer au fur et à mesure. À chaque jour, je dis, OK, ils vont me solliciter pour un conseil. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais au final, l'année est passée. L'année d'après, en deuxième année, c'est l'année d'orientation. Et par hasard, j'ai choisi la majeure, ou bien la spécialité. Et le prof هو بيد هو الباترون نتاعه هو الشيف نتاعه. J'ai dit OK, ça va pas passer. Il n'a rien fait. C'est mes résultats, c'est ma volonté et ma motivation d'aller dans ce sens-là qui a fait qu'ils ont accepté ça. Et ça m'a frappé parce que j'ai dit mais à un moment donné il y a quelque chose qui se passe. Mais au final
ce que j'ai appris de cela, c'est la prise de recul de professeur de la personne. Donc, il n'a pas pris en compte tout ce comportement. Il a dit, OK, c'est quelqu'un qui apprend, il a juste d'arriver, il y a beaucoup de changements. Il a fait tout et n'importe quoi pendant cette matière-là, mais après, il s'est rattrapé. Et du coup, cette de ces profs-là. Pas que lui, hein, vraiment, il y en a beaucoup qui regardent que le fond. Et c'est une école d'apprentissage. Vraiment, on est là pour apprendre. On va faire des erreurs, que ce soit techniques ou comportementaux. Ouais. Et ce qui va rimer derrière, c'est la prise de recul. Et ça m'a marqué. Et j'ai appliqué ça dans toute mon expérience. Dans mon encadrement, j'encadre des stagiaires, j'encadre des apprentis, j'encadre des ingénieurs plus âgés que moi ou moins âgés que moi. On peut toujours faire des erreurs, Ouais. que ce soit techniques, que ce soit comportementaux, surtout comportementaux, mais c'est la prise de recul de la personne et de responsable qui va faire la différence. Voilà. Donc, j'ai appris de cela, de prendre de recul et de ne pas réagir sur le chaud comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le premier élément marquant. Deuxième élément marquant, c'était le parcours académique et de recherche. Donc, j'ai fait Cécom, après j'ai fait l'INRIA pour ma thèse de doctorat. Après, j'ai eu un postdoc à Télécom Paris-Tech. Ouais. À la fin de Télécom Paris-Tech, j'étais en CDD. Du coup, je réfléchissais à est-ce que je vais aller dans un monde académique recherche ou bien je bascule dans l'industrie. Il y a deux choses qui m'ont poussé d'aller dans le monde industriel. C'est la première chose, c'est que je voulais vraiment mettre en pratique ce que j'ai appris dans le monde de la recherche. Voilà, donc c'est bien la recherche, on a fait des articles, ainsi de suite, mais il m'en manquait toujours cette partie pragmatisme, cette partie recherche appliquée. Donc ça, c'est la première chose qui m'a poussé énormément, qui m'a motivé d'aller dans le monde de recherche. Mais autre chose, dans le monde d'académie recherche, il y a des avantages et inconvénients. Il y a des inconvénients, on reste dans pas mal d'années en CDD. La rémunération en France, vous connaissez. Donc voilà. Donc j'ai décidé d'aller dans le monde de recherche, dans le monde industriel. J'ai commencé à chercher et bien sûr, je viens juste d'arriver en France parce qu'après la thèse, je suis rentré en Tunisie. Après, je viens juste de revenir ici. Je connais, j'ai pas un réseau énorme, j'ai pas la nationalité. Donc le choix avec un profil de docteur était un peu compliqué pour moi. À chaque fois que je passe des entretiens, on me dit vous êtes surqualifié, Monsieur El Ghoul, par rapport au travail d'ingénierie. La Ouais. plupart des postes ouverts, c'est un travail d'ingénierie. Et ça m'a marqué. C'est-à-dire que j'ai passé cinq années en recherche, j'ai publié, j'ai passé de bons moments et après j'arrive comme ça devant l'industrie en vous êtes surqualifié pour certains trucs. Ou alors, il faut aller dans les laboratoires de recherche des grands groupes tels que Thales, ainsi de suite. Mais là, ça nécessite une liste très, très longue, en fait, de publications à l'américaine. Mais bon, c'était pas en tout cas mon cas. J'avais un parcours quand même un peu modeste là-dessus. Et du coup, j'ai passé plusieurs entretiens et j'ai réussi à décrocher un poste en sacrifiant certains éléments, bien sûr, certains critères, dans une poste de société d'ingénierie. J'ai dit, OK, ça, c'est un premier point, un premier départ et après, on verra comment ça va se passer. Je suis arrivé, on m'avait dit, Ayman, vous avez un profil atypique. Vous êtes surqualifié. Ouais, mais là, je commence. Et du coup, je suis dans une équipe d'ingénieurs et il n'y a pas de docteur. J'étais quasiment seul. Donc, je l'avais vraiment senti, mais rapidement, j'ai dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, j'ai décidé tout de suite de dire, OK, ça, c'est un problème, mais en face, il y a des opportunités. Je suis seul dans un environnement. Donc, déjà, je suis unique. Je suis différenciant là-dessus. Je suis différent. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire? Et depuis ce jour-là, j'ai passé 9 ans chez Explio. Du coup, j'ai commencé en tant qu'ingénieur et j'ai fini responsable recherche et innovation sur toute la France. D'accord. Et j'étais docteur, quasiment le seul qui a été recruté à l'époque, il y a 12-13 ans. Et au moment où j'ai quitté l'année dernière Explio, j'ai contribué et j'ai facilité le recrutement d'une trentaine, d'une vingtaine de docteurs. D'accord. Voilà. Donc, en 9 ans, au début, j'avais un profil atypique. À la fin, recruter des docteurs, c'était normal. Dans une typologie bien catégorie d'activité de recherche et innovation. Et ça, c'est un changement, en gros, important. Du coup, j'étais marqué par un blocage au début. Je l'avais transformé en opportunité et j'ai pu progresser en interne. Voilà, du coup, un peu les éléments qui m'ont marqué, les deux éléments qui m'ont marqué dans mon parcours. En fait, le premier élément, il est Kali, Ayman, il a beaucoup finalement de relations avec deux choses. Le Hajaloul, qui allait déjà, finalement, la prise de recul de l'enseignant.
Oui, mais c'est très important. C'est pas c'est pas quelque chose de commode à trouver, malheureusement, des professeurs, des enseignants qui sont capables de prendre du recul et de se dire, je vais pas le punir, je vais pas le sanctionner, je vais peut-être prendre un peu d'auteur. Là, pour le coup, c'est mon rôle. Et donc, je vais lui donner encore une chance, une autre et encore une autre. À partir du moment qu'il progresse, qu'il se remet en question. Et donc, la deuxième partie, c'est la remise en question de l'élève, de l'étudiant ou finalement du collaborateur. Ça peut être dans un autre sens. On parle d'enseignant, ça peut être aussi dans un contexte de leader ou de manager. D'un côté, c'est la remise en question du collaborateur et de l'autre côté, c'est la prise de recul et le fait d'être un peu plus au-delà de ces petits éléments un petit peu qui peuvent arriver à tout le monde. Et donc ça, c'est deux facteurs très importants, je pense, qui sont clés en fait à amplifier dans la société. Je trouve aujourd'hui, parce que on est trop dans l'évaluation très hâtive, très rapide. On ne donne pas de chance, on ne donne pas de second chance, etc. Et quand c'est des enseignants qui sont en mesure de prendre ce recul et des candidats, bien évidemment, quel que soit leur rôle, de se remettre en question, ça fait derrière qu'il y a une belle dynamique d'apprentissage et aussi une belle dynamique de croire en soi-même. Et c'est en croyant en soi-même que derrière, on est capable de élever le niveau et de affronter les difficultés, les challenges et de se dire finalement, on est capable, ils nous ont donné encore une autre chance, on s'est remis en question et ainsi de suite. Différent, les opportunités sont partout et chaque guest vient nous expliquer un peu comment il a fait aussi lui pour naviguer dans son parcours modulo les challenges, les difficultés, mais aussi les opportunités. Le topic de أيمن est un topic qui قاعد في البودكاست نتاعنا اسمه parlant chiffres, c'est une rubrique من البودكاست. Alors, باش نحكيو أكثر على l'univers technologique et digital qui aujourd'hui, Nescol Taraf, invite un nombre important d'expertises à collaborer au quotidien pour créer les solutions, les services intelligents. احنا نقولوها باش نبسطوها هكايا. Après, فما domaines énormes معناتها under this umbrella. Si tu avais un ou deux chiffres, Ayman, aujourd'hui, à nous partager, fait le contexte TV et qui t'ont marqué ces derniers mois, ça serait quoi? Alors, moi, je viens de la recherche et l'innovation et je suis encore une fois dans l'innovation. Donc, j'ai choisi un chiffre qui m'a interpellé et que j'avais dit. Alors, ça existe depuis longtemps, ce chiffre-là, mais je l'avais vu récemment dans mon métier chez Thales. C'est quoi le pourcentage des produits innovants qui réussissent à la fin, les produits ou services? Eh bien, en regardant, c'est entre 10 et 20% de produits et services innovants qui arrivent à réussir. En gros, autrement dit, c'est 80 à 90% des produits innovants échouent aujourd'hui. Et ça, c'est important. C'est important à communiquer dessus. Et il y a même en fait un musée qui a été fait en Suède en 2017, en 2018. Il s'appelle Musée des échecs de l'innovation. Intéressant. En gros, il recense plusieurs innovations dans le monde qui n'ont pas abouti à une commercialisation à la fin. Moi, lorsqu'on parle d'échec de l'innovation, c'est dans le sens, on a l'idée, on travaille sur un concept, on itère là-dessus, on a une première version de produit qui arrive, on essaie de le tester sur le marché, ça marche ou ça marche pas. Et bien, dans 80%, 90%, ça marche pas. Hey. Et le message derrière de ce musée, de ce chiffre-là, il faut donner beaucoup d'importance aux échecs dans le domaine de l'innovation. Parce qu'un échec en innovation, c'est quoi? On dit, voilà, potentiellement, cette solution, elle va fonctionner. Donc, on va raisonner en se fixant des hypothèses, différentes hypothèses. Il faut tester, il faut évaluer. Sur 10 hypothèses différentes, on va arriver à une à la fin. Et les 9, on va les mettre à côté. En gros, ce n'est pas des vrais échecs, c'est des enseignements qu'on tire. C'est ça, en fait, l'objectif principal, le message principal que je souhaite passer, c'est qu'on entend aujourd'hui qu'il y a des startups, des entreprises qui lèvent des millions et des millions d'euros. Et on voit ça, on dit peut-être la barre, elle est trop loin pour moi pour arriver. Mais pour qu'ils arrivent là, ils sont passés par d'énormes échecs. Et en général, on ne communique pas sur ces échecs-là.
C'est ça, en fait, la vraie problématique. D'où, en fait, la naissance de ce musée en 2017. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, je dis quelles sont les causes principales de l'échec d'un service produit innovant. Il y a trois en général. Soit le plus évident sur lequel tout le monde travaille, c'est la faisabilité technique. Ce qu'on a commencé à expérimenter d'un point de vue technique, il marche ou marche pas. Ok, très bien. Dans la plupart des cas, on arrive à avoir une solution technique parce qu'aujourd'hui, avec les technologies existantes, avec l'open source, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, on arrivera toujours, presque, entre guillemets, à avoir une solution technique qui marche. La vraie problématique, c'est quoi? C'est la viabilité, en gros. Est-ce que la solution le produit que je vais mettre sur le marché, il est rentable ou pas? Il est viable ou pas dans le temps? Et ça, en général, on l'oublie au début. On se rappelle de cela. Après 1 an, 2 ans d'investissement, on a investi, on a perdu énormément d'argent et à la fin, voilà, on s'aperçoit que c'est pas viable le modèle économique. Le deuxième critère important qui est oublié, c'est ce qu'on appelle désirabilité des utilisateurs. En gros, je commence à développer une solution technologique sans impliquer les utilisateurs finaux dès le début. Et du coup, à la fin, j'investis, je réalise une solution. Elle marche très, très bien, avec un modèle rentable très bien. Mais le jour où je présente ma solution, après 2 ans de développement aux utilisateurs, on me dit, oh, mais ça répond plus. Ça, c'est un besoin qui date depuis 1 an, donc je suis en retard. Ouais. Ou alors l'interface graphique, elle n'est pas moderne, donc tout tombe dans l'eau. Et l'erreur derrière, c'est que l'utilisateur n'était pas impliqué dès le début dans la construction de projet. Voilà. Donc, c'est les trois vraiment grands critères, on va dire, qui permettent de justifier la réussite ou l'échec de l'innovation. Voilà. J'aime bien ce chiffre-là que tu partages parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu es dans le domaine de l'innovation avec Alish Maneta, tu nous partages un chiffre marquant et les bonnes charbettes mais حتى العباد اللي تخدم في transformation digitale des fois ما يعرفوش الشيفر هذاك على خاطر عندهم هما tout est technologique which is not true. En fait, une transformation digitale, un processus d'innovation, un autre peu de détail, transformation, c'est beaucoup plus large. L'innovation en fait partie, d'accord? La transformation, donc l'innovation, le processus d'innovation, c'est un processus extrêmement complexe qui nécessite l'implication et le buy-in de plusieurs stakeholders. Et ce n'est pas uniquement technologique. Très important, faisabilité technique. La majorité des cas sont faisables techniquement parlant. Modulo des ressources, bien sûr, modulo de l'investissement. Bien sûr. مش معناتها نحط 5000 euros ولا 10K دولار ومن بعد نقول سي وقفنا احنا. Non, وقفنا, ça dépend de شنو use case, ça dépend شنو l'expectation تاع end user اللي حكيت عليه, etc. Tu vois, donc comme un certain nombre de critères à respecter. Où c'est important aussi de dire que c'est une expérimentation. C'est important, ils s'en rendent compte que c'est un process d'innovation, d'expérimentation, de thinking. Et ils trouvent que à un moment donné, femme a des réussites, femme a shifting, à un moment donné. Ayman, je n'ai pas à la masterclass. À un moment donné, في الparcours نتاعك. S'il y avait une masterclass que tu voudrais animer dans les 6 prochains mois, quels seraient le ou les sujets? Alors, je me limite en général à un. Après, je ne donne pas beaucoup d'options. Après, moi, je reste convaincu que c'est important de mettre l'utilisateur au centre des produits et des services innovants. Donc, pour moi, le masterclass, il pourrait être comment développer des produits et services innovants centrés sur les utilisateurs. Quel est l'état d'esprit qu'il faudrait avoir? Quelles sont les techniques et les approches qui existent aujourd'hui qui permettent de faire cela? Quelles sont les méthodes agiles disponibles aujourd'hui qui le permettent d'ailleurs? Voilà. Donc, en gros, je pense que ça pourrait apporter de la valeur d'une façon ou d'une autre. Du coup, la transition, elle va être très facile avec le Minas Athlète, le sujet le numérique et l'innovation donc on va parcourir ce sujet en français. Le numérique et l'innovation sont notre présent et indéniablement l'essence de notre futur. Ayman, peux-tu nous clarifier ton rôle d'aujourd'hui, les missions à relever et aussi comment l'écosystème finalement de partenaires est clé pour concrétiser finalement les collaborations prospère pour les métiers de Thales. En gros, on veut un peu s'imprégner de ton quotidien et des challenges à relever. Merci, Lomla. En fait, moi, j'ai rejoint
J'ai rejoint Thales il y a environ 8 mois, 9 mois. D'accord. Et Thales, comme tu le sais déjà, c'est un grand groupe, hein. C'est un grand groupe et c'est une grande entreprise, c'est avec une organisation un peu complexe, ainsi de suite. Voilà. Et ce qu'ils font, Thales, c'est que c'est un intégrateur de solutions technologiques. En gros, voilà, ils vendent des produits, des solutions technologiques, voilà, à des clients finaux. Oui. Et ma motivation principale de rejoindre Thales, effectivement, c'était de travailler dans un groupe, petit ou grand, peu importe, mais dans un groupe qui vend des produits et des services. Ça, c'est ma première motivation. Ça permet de compléter mon profil, tout d'abord. Moi, Mhm. ingénieur. J'étais ingénieur, après chercheur, après j'ai enseignant et ensuite chez Explure en tant que dans une entreprise de société, dans une entreprise de conseil et d'ingénierie. Et là, il manquait vraiment de rejoindre un groupe qui vend des produits-services. Mhm. Ça, c'est ma première motivation. Et du coup, ce que je fais aujourd'hui dans le domaine toujours de l'innovation, c'est anticiper un peu le futur de ce qui va se passer dans le domaine de transport, et plus précisément dans le domaine de ferroviaire. D'accord. Et on parle du numérique. Là, le futur, c'est quoi? C'est la digitalisation de ferroviaire, digitalisation des services rendus aux passagers, Mhm. digitalisation des services et produits rendus aux, euh, aux, euh, aux opérateurs. Chez SNCF, chez RATP, il y a des opérateurs qui contrôlent et qui supervisent toutes les infrastructures ferroviaires. Donc, ils ont besoin de digitaliser certaines tâches lourdes et répétitives. Voilà. Donc, notre tendance aujourd'hui, c'est ou bien, une de mes missions aujourd'hui, c'est comment anticiper les nouveaux services et les nouveaux produits en enrichissant le portefeuille qu'on a actuellement ou alors de proposer de nouveaux produits et de nouveaux services complètement nouveaux. Le fil conducteur, c'est les données. Il y a un Mhm. ensemble de données disponibles qui est phénoménal aujourd'hui. Et la vraie question maintenant, c'est comment valoriser ces données-là. Mhm. Premier point, là, c'est purement technique et technologique. Mais il va falloir qu'on remette, comme je l'avais dit tout à l'heure, les utilisateurs finaux au centre de nos réflexions. Donc Oui. là, mon rôle à moi, j'ai des équipes techniques qui connaissent les tendances technologiques et techniques. On a des équipes aussi commerciales, ainsi de suite, de marketing, qui connaissent très très bien les clients et les utilisateurs finaux. Et Mhm. moi, mon rôle, c'est comment garantir à la fin d'avoir des innovations qui ne coûte pas trop cher parce que aujourd'hui, il y a, comme tu le sais déjà, à l'échelle nationale et même européenne, il y a une réduction énorme des investissements en innovation parce que chaque Mhm. pays, chaque entreprise, elle va se refocaliser, recentrer sur certaines priorités. Et là, Oui. ça montre que les investissements sont de plus en plus réduits. Mais par contre, on va se focaliser sur une ou deux choses. On ne va pas faire tout n'importe quoi. Et ça nécessite de mettre autour de la même table les métiers, les experts techniques, les clients finaux, les startups, les fournisseurs de technologie, les sociétés d'ingénierie et de services. On se met Mhm. tous autour de la table et on définit en priorité sur quels problèmes on va travailler, sur quels sont les pain points prioritaires, quels sont les besoins critiques et urgents qu'on va travailler aujourd'hui. Une fois on a ça, c'est après qu'on commence à travailler sur les solutions. Donc moi, mon rôle, c'est garantir ce process-là, qu'il fonctionne D'accord. pour bien définir les futures innovations sur lesquelles on souhaite travailler. Principalement, c'est ça mon rôle aujourd'hui. Donc, du coup, tu es en frontal avec un écosystème assez riche, avec qui finalement, tu dois, enfin, vous collaborez collectivement pour pouvoir s'assurer en générer un produit, un service finalement innovant pour le métier pour le transport. On va pas rentrer dans le détail, mais dans le Ouais, secteur du transport. C'est un peu ça, si j'ai bien compris. c'est un peu ça, effectivement. Ouais, c'est tout à fait. Intéressant. Intéressant. Voilà. Et du coup, ça me fait une transition très agréable par rapport au topic 4 qui par rapport à la Tunisie. Et en fait, nous, on cherche à avoir des regards croisés de notre diaspora. Et on aimerait bien savoir un petit peu, Ayman, quels seraient, d'après toi, bien sûr, dans ta vision des choses, de par ton expérience, bien évidemment, les axes sur lesquels il faudrait amplifier l'investissement ou l'effort, Fitounes, et comment on peut encourager davantage Maneta pour pouvoir faire avancer les choses dans un sens positif, en fait, pour l'économie et pour la nation. Ouais. Alors moi, il y a un élément fondamental.
pour la Tunisie avec un regard externe et avec mes connaissances très modestes. Encore une fois, mon expérience elle est modeste et ma connaissance du système aussi tunisien elle est relativement modeste aussi parce que je ne vais pas tous les jours là-bas. Moi, j'observe et je constate aujourd'hui un manque d'espoir, un manque de rêve. On ne voit pas le bout du tunnel. Je parle des jeunes, des moins jeunes, mais aussi, et ça c'est nouveau les 10 dernières années, c'est des fonctionnaires qui sont bien installés en Tunisie avec leur famille et qui arrivent à dire, OK, aujourd'hui, je quitte le pays. Donc ça, c'est la limite. Si je suis jeune diplômé, je viens juste de sortir, je sors du pays, ça peut passer. Mais quelqu'un qui est bien installé en Tunisie, qui a une famille bien installée, il dit avec tout ça, je quitte le pays, c'est qu'on arrive à une limite critique. Voilà. Pour moi, première priorité, c'est redonner l'espoir à tout le monde, des moins jeunes, de l'élémentaire jusqu'aux vraiment les adultes et même à partir de 40 ans. Ça, c'est une chose. Maintenant, comment donner l'espoir ça, c'est la vraie question. Moi, je pense, et je reste dans le domaine de l'innovation, bien entendu, et l'éducation et tout ça, je ne sais pas parler des autres domaines. Je pense qu'il faudrait un plan national qui définit quelles sont les stratégies d'innovation pour les 10, 15, 20 prochaines années. En France ou en Europe, on parle de quoi? On parle de plan France 2030, par exemple. France 2030. On définit l'État, il y a 2 ans, Emmanuel Macron, il y a 2 ans, il a présenté les 10 priorités qu'on souhaite travailler. Et ça veut dire quoi? On définit les 10 priorités. Ça veut dire la France va focaliser ses investissements sur ces 10 priorités-là. Et tous les acteurs, tout l'écosystème en France doit s'aligner par rapport à ça. Celui qui va proposer du sujet d'innovation, il souhaite monter une entreprise en dehors de ces 10 priorités, il ne va pas avoir un environnement favorable pour avancer. Du coup, pour moi, c'est hyper important que la Tunisie dit, d'ici 10 ans, 15 ans, voilà les 10 priorités sur lesquelles on souhaite travailler. Ça, c'est une chose. Et deuxième point qui est important, pour moi, après celui-là, bien sûr, c'est privilégier davantage la collaboration entre le privé et le public. Ça, c'est quelque chose qui est hyper fondamental pour 2 choses. Donner la visibilité sur l'employabilité aux étudiants. Voilà, quels sont les emplois du jour qui existent sur le marché. Créer des liens, mais aussi et surtout faire de la recherche appliquée. Faire de l'innovation appliquée. En gros, il y a des laboratoires, il y a des experts dans les universités. Comment demain utiliser, entre guillemets, par exemple, les étudiants pour rendre ce qui est recherche en vraie innovation? Et là, ça nécessite une collaboration très étroite entre privé et public. Et bien entendu, l'État, encore une fois, il a un mot à dire là-dessus pour favoriser et faciliter cela. Voilà en gros les deux axes principaux, je pense, et prioritaires. C'est extrêmement pertinent ce que tu dis. Et encore une fois, à chaque fois qu'on pose cette question, c'est pour avoir un regard, une perspective de par l'expérience du guest. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des perspectives complètement différentes de par les parcours différents, les positionnements, les implications, etc. Et c'est important de voir le puzzle, comment il se constitue. L'épisode هذايا أيمن وعندنا البورتري التوبيك الأخراني اللي هو الستيج الأخراني c'est un portrait chinois. D'accord, donc un peu plus funny, un peu plus هكا let's say معناتها أكثر منه خفيف, matière خفيفة. فين احنا نسلو 5 questionnaires, 5 questions rapides pour mieux te connaître. Alors, question l'Oulania, si tu étais un livre, Ayman, tu serais quoi? Les 4 accords Toltec. Eh ben. Les 4 accords Toltec comment ça s'appelle? Don Miguel Ruiz. En gros, je vais les rappeler les 4 accords rapidement parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé énormément en développement personnel. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. La parole, elle est très importante. Ce qui sort de notre bouche est très important. Ça peut nous amener dans un sens ou dans un autre. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça c'est hyper important aussi. On va se retrouver dans des entreprises avec d'énormes problèmes.
personnel, ainsi de suite, ou bien de projet. Au final, s'il y a un problème, il doit rester professionnel. Il ne faut pas le prendre comme une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Dans la plupart des cas, les hypothèses et les suppositions sont fausses, d'une façon générale. Et faites toujours de votre mieux. Voilà, ça c'est le quatrième. J'adore. C'est les 4 accords vraiment que je continue à apprendre et à appliquer, et c'est pas si évident, hein, donc de s'y mettre. Non, c'est extrêmement complexe, hein, parce que quand ça touche à soi-même, quand c'est dit aux autres, c'est facile. Quand ça touche à soi-même, c'est extrêmement complexe. C'est comme le leadership. Tout le monde peut dire qu'il est leader, mais celui qui veut être leader, il a besoin de travailler là-dessus jour et nuit pour pouvoir rester leader. Pas pour pouvoir apprendre, c'est tout, pour pouvoir rester leader. Ouais. D'accord. Ouais. Si tu étais un film. Alors, Seul au monde. Eh ben. Seul au monde de Tom Hanks. Bah, tout simplement parce qu'il a montré une capacité d'adaptation dans une île sauvage. Donc, le message important, c'est la capacité d'adaptation à un environnement nouveau. C'est extrêmement pertinent ce que tu dis. Je connaissais pas ta réponse et tu parles de l'adaptation. Passons un message ici à travers le Man Baladeya. L'adaptation, c'est très important pour l'avenir dans ces moments d'incertitude et inconnu qui va se multiplier de plus en plus. L'adaptation, c'est la clé. Merci pour ce message aussi. Si tu étais un loisir créatif, Ayman. Recherche et innovation. D'accord. Recherche et innovation. Pardon? Si tu étais alors, je me suis trompé, je suis désolé. Loisir créatif, c'est ski. Ski, c'est du ski. D'accord. Voilà. En 2 mots, le ski, ça nous permet de se dépasser. Hein? Voilà, avec le sentiment de vitesse, il y a des émotions nouvelles qui apparaissent, qu'on découvre, surtout lorsqu'on est novice. Mais surtout, il y a le côté paysage. Voilà. Donc, c'est les 2 choses qui sont importantes pour moi pour l'activité ski. Et en fait, moi, si je peux dire, en fait, c'est un des meilleurs endroits pour pouvoir réfléchir out of everything. La neige. La neige, en fait, c'est des paysages extrêmement époustouflants, mais reposants aussi, dans lesquels l'esprit, il se nettoie lui-même. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir le sentir comme moi je le sens, je trouve que c'est les meilleurs endroits là où ça m'a permis d'aller vers une autre étape, c'était plutôt là-bas. Sachant que je skie pas, hein, c'est pas la question, mais j'adore être dans la neige, en fait. J'adore être aux côtés de ce paysage blanc, en fait. C'est sympa de le dire. Donc, du coup. C'est point commun. Ouais, c'est un point commun. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ski, mais j'adore. Voilà. Et donc, l'activité, ça sera l'innovation, alors. Exact. Ouais. Donc, là, tu marches, puis le domaine et si tu étais un hashtag? Alors, j'ai trop réfléchi. Il y en a beaucoup, mais j'ai choisi un seul. L'empathie. Ah, joli, Empathie. joli. Empathie, alors en 2 mots, alors on reste toujours dans le cadre professionnel. On évolue de plus en plus dans un monde incertain, avec beaucoup de flou, ainsi de suite. Et les organisations, que ce soit l'entreprise ou bien des pays, ainsi de suite, ou bien au niveau des sociétés, vont avoir tendance à devenir de plus en plus horizontales. Et du coup, il y a cette capacité de travailler en réseau avec ton 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 5, avec des personnes avec qui tu n'as, dans l'écosystème d'innovation, tu as des personnes, il n'y a aucun lien à part le respect. Et du coup, l'empathie, elle va te permettre de comprendre l'enjeu de l'autre et quelles sont les responsabilités de l'autre et qu'est-ce qu'il peut faire et se mettre à sa place de l'autre. Et pareil, dans l'approche centrée utilisateur en innovation, pour développer de nouveaux produits, il faut se mettre dans la peau de l'utilisateur. Donc pour moi, l'empathie, dans ce sens-là, de mettre à la place de l'autre pour bien le comprendre, c'est une des compétences clés pour le futur. Voilà. Excellent, parce qu'en fait, de toute façon, ce que je disais tout à l'heure, on peut pas innover. Parce que moi, on avait lancé il y a quelques années aux États-Unis une formation Disruption, Empathy and Trust for Executives. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on peut pas faire de transformation digitale tant qu'on n'a pas des exécutifs qui sont en mesure de comprendre l'importance de la disruption et de l'innovation, qui sont en mesure aussi d'avoir cette empathie pour pouvoir accompagner et savoir aussi définir le trust et builder le trust dans l'entreprise. Donc ça, c'est des éléments clés. Pour conclure, en fait, Ayman, ce podcast, est-ce que, du coup, on va te laisser le choix large, hein. Si tu avais une cote que tu veux partager, qui résonne en toi, ou si tu voulais étendre finalement l'invitation de ce podcast à un autre talent dans le monde, n'hésite pas. En tout cas, the floor is yours. C'est à toi le mot de fin, Ayman. Ouais. Alors je vais
dire, je sais pas si ce sont deux codes ou pas, mais deux expressions que j'avais retenues, que j'utilise tous les jours. Je ne vais pas les développer. Je vais donner les deux expressions et je les laisse ouverts. La première, c'est la chance, ça se provoque. Ouais. Deuxième, il faut toujours laisser une place aux surprises. Voilà. Merci beaucoup, Ayman, pour cet échange authentique et engageant à travers Radio Diaspora Tunisie. Merci beaucoup, Lobna. C'était un grand plaisir pour moi et je te remercie. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.